Star Wars! Star Wars, c'est toute mon enfance. J'ai grandi avec les cassettes de la première trilogie, j'ai collectionné les figurines, les bouquins, les jeux vidéo de l'époque, tout ça. Mais autant j'adore la première trilogie, autant comme beaucoup de monde, je les avis plus mitigés sur les épisodes 1, 2 et 3. Et quand j'ai appris qu'on allait nous remettre le couvert avec un épisode 7, j'étais pas chaud du tout à l'idée d'être déçu une fois de plus. Pourtant, je sentais que cette fois, ça allait le faire. Déjà, George Lucas qui cède ses droits à Disney et J.J. Abrams qui reprend les rênes, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que Disney a fait des merveilles avec les écuries Marvel, alors pourquoi pas? Et surtout parce que J.J. Abrams est un metteur en scène talentueux, intelligent et passionné. Et un gros fan de Star Wars. Le parfait candidat pour lancer le projet d'un plus grand respect pour l'œuvre originale. Et ça n'a pas traîné. Pour commencer, il a obtenu les services de John Williams pour la musique. Il s'est associé entre autres avec Lawrence Kasdan, le scénariste de l'Empire contre-attaque, carrément, pour écrire le scénario. Et encore plus fort, pour célébrer l'occasion, il est parvenu à réunir les acteurs principaux de la trilogie plus de 30 ans après Retour du Jedi. Il a donc fait tout son possible pour s'assurer que son rêve de créer le meilleur Star Wars possible devienne réalité. Et j'avoue que quand la bande-annonce est arrivée, je me suis dit que la force allait être avec lui et que le film allait casser la baraque. Et ben voilà. Presque un mois après sa sortie aux USA et en Europe, le film débarque enfin sur les écrans chinois et croyez-moi, ça n'a pas été de la tarte de faire l'impasse sur le moindre avis critique pendant tout ce temps. Heureusement, j'ai su écouter les conseils de mon maître Yoda Bear pour ne pas me gâcher l'expérience. Internet est le chemin du côté obscur. Internet mène au spoiler. Le spoiler mène à la haine. La haine mène à la souffrance. De sages paroles. Les spoilers, tu éviteras, ou mon pied au cul, tu prendras. De sages paroles et un sale caractère. Pour résumer, j'ai donc fait l'effort de garder un esprit clair et dénué d'a priori, et je suis allé voir le film dans les conditions optimales, avec IMAX et en 3D, pour ne rien regretter. Hélas, à mon plus grand regret, ce réveil de la force n'aurait réussi qu'à me faire bailler d'ennui. Le film souffre avant tout de gros problèmes d'écriture. On en a pour 2h30, mais rien qu'après la première heure, j'avais senti l'histoire se casser la gueule. Les personnages sont fades, leurs relations forcées ne servent qu'à faire avancer une intrigue déjà creuse, le rythme en dents de scie ne se tarde jamais sur les scènes qu'il faut, et je ne sais pas qui a écrit ces dialogues de maternelle, mais ils méritent des baffes. En tant que co-scénariste, Abrams commet une double faute qui fout tout le projet en l'air. D'une part, il se contente de copier les idées de Lucas sans jamais parvenir à imposer sa propre personnalité, et en plus, il en fait des tonnes juste pour montrer que l'élève est capable de dépasser le maître. Et c'est là un truc dans ce genre. Hé Georges, t'as vu? Moi j'ai mon propre robot tout mignon, mais le mien il ressemble à un ballon de foot, c'est bon pour les ventes de jouets. Hé Georges, t'as vu? Moi aussi j'ai un méchant qui ressemble à Dark Vador, t'as vu? Sauf que le mien il est plus jeune, donc il est plus cool. Hé Georges, regarde, ça c'est l'étoile noire dans ton film. Eh ben ça c'est la mienne. Moi j'en ai une plus grosse que toi. On fait un concours pour voir qui pisse le plus loin? Hein? Donc en gros, on a une histoire cousue de fil blanc qui ne prend aucun risque majeur, à part à un moment, mais j'y reviendrai plus tard, et un metteur en scène qui croit à tort que plus il en rajoute de la surenchère, plus son film sera grandiose. Pour le casting, c'est pas mieux. Bien sûr que ça fait super plaisir de retrouver les acteurs originaux après toutes ces années, mais parfois, on a juste l'impression qu'ils font partie du cahier des charges. D'un côté, si Peter Mayhew et Anthony Daniels tirent leur épingle du jeu et que Harrison Ford porte à lui seul le film sur ses épaules, au contraire, le rôle de Carrie Fisher est réduit à peau de chagrin. Et R2D2, c'est encore pire. Oui, on a un nouveau robot tout mignon et on veut booster les ventes de notre nouvelle mascotte. Alors R2, hop, au placard. Et je vous parle même pas de Mark Hamill.
Allez, vous êtes demandé pourquoi Luke il est même pas sur l'affiche? Sequel bait, les mecs. Pour résumer, on versera sa petite larme de nostalgie, certes, mais ça sent un peu le fanservice bâclé à l'arrache. Du côté des nouveaux arrivants, je vais pas m'attarder sur tous les persos secondaires, incarnés d'ailleurs par des brillants comédiens, qui vont tous passer à la trappe parce que demain on y est encore. Mais pour les protagonistes, j'ai pas accroché du tout. J'ai eu l'impression que ces jeunes acteurs sont écrasés sous le poids de leur rôle pour leur carrière, et ils surjouent tout le temps en se prenant trop au sérieux. Et quand leurs dialogues sont aussi nazes, c'est juste navrant. Le meilleur exemple, c'est le nouveau méchant, Kylo Ren, joué par Adam Driver. Et au passage, on m'a dit que j'ai une aire de ressemblance avec lui, alors à vous de juger. L'acteur a prouvé son talent ailleurs, certes, mais Kylo Ren n'est rien d'autre qu'un adolescent capricieux qui n'est que l'ombre de Dark Vador. Alors oui, j'ai bien compris que c'est le but de la démarche, mais il n'empêche que le rôle est écrit avec les pieds, sans aucune nuance. Monseigneur, les rebelles se sont échappés et ils ont été aidés par une fille. Monseigneur? Après réflexion, j'ai maintenant de la peine pour Hayden Christensen. Il était peut-être parfait pour le rôle d'Anakin au final, mais son personnage était tellement mal écrit qu'il n'a jamais pu prouver ce dont il était capable. Sans déconner, Lord Casque Noir a plus de charisme que cette loche. Et justement, le moment est venu de parler de la scène que je suis sûr a déjà fait couler beaucoup d'encre. Pour moi, à tous les coups, Abrams et les autres se sont rendus compte à un moment que le personnage de Kylo Ren était chiant au possible et qu'il fallait qu'il fasse un truc horrible pour qu'on le méprise. Alors boum, voilà, il fait un truc horrible et après ça, je l'ai méprisé, forcément. Donc techniquement, la scène a rempli sa fonction. Mais j'ai surtout haï les scénaristes de toute mon âme pour s'être reposés sur un effet choc garanti au détriment d'un travail plus approfondi sur les relations entre les personnages durant le reste du film. Parce que pour le coup, malgré le contexte tragique de la scène, l'impact émotionnel en est tellement réduit que ça en devient un crime. Et on vient de subir une perte irremplaçable sans aucun retour en arrière possible. Pour finir, j'aimerais dire que le manque d'imagination dans l'aspect visuel est consternant. Si le début du film où on évolue parmi les carcasses d'anciens vaisseaux de l'Empire est prometteur, après, j'ai juste eu le souvenir d'enchaîner les environnements grisâtres et marrons avec quelques marionnettes et des types en costume par-ci et là pour montrer que ça se passe bien sur une autre planète. Mais on dira ce qu'on voudra de George Lucas, mais lui, il reste un excellent créateur de mondes imaginaires. Et comparé à lui, Abrams ne lui arrive pas à la cheville. Et puis il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que George Lucas est aussi un grand admirateur du travail d'Akira Kurosawa, le célèbre réalisateur japonais et aussi un maître incontesté dans l'art du mouvement à l'écran. Et les scènes de bataille de tous les Star Wars en sont un hommage indéniable. Lucas a toujours soigné la chorégraphie de ses scènes d'action pour que la symbiose se fasse entre ces images et la musique orchestrale de John Williams. Cette fois, au contraire, il n'y a rien. Les combats sont filmés avec une caméra qui tremblote tout le temps et des cadrages d'une pauvreté affligeante. Il y a bien quelques plans fugaces très réussis, mais ça ressemble trop souvent à un stupide jeu vidéo. Ah, on me dit dans l'oreillette que Battlefront est sorti juste avant le film. Y aurait-il une corrélation? Je me demande d'ailleurs si c'est même pas pour ça que même l'immense John Williams n'a pas trouvé l'inspiration pour insuffler un souffle épique aux images. Parce que c'est la seule fois, depuis la création de la saga, qu'aucun thème musical n'aura marqué ma mémoire. Et pour moi, ça, c'est une tristesse absolue. La bande-annonce donne envie, l'affiche est superbe, mais le film est un gros ratage. Et ça me fend le cœur de le dire, vous n'avez pas idée. Mais à qui la faute? Un clash au cours de l'écriture? Un projet trop ambitieux qui s'est perdu en route? Le monopole des studios qui ont réduit à néant toute tentative de créativité pour livrer une œuvre lisse qui plaise au public de masse? Va savoir. Ce que je sais en revanche, c'est qu'après Jurassic World,
Terminator Genesis et maintenant Star Wars, putain, ça me fout en rogne de voir sortir des suites de films mythiques toujours plus médiocres et décevantes, dont le potentiel bien présent est immédiatement étouffé dans l'œuf. Alors oui, le réveil de la force a dépassé tous les records de recettes au box-office, bla 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 bla. Mais ça veut rien dire ça, c'est Star Wars. Je suis prêt à parier que la moitié de la planète avait déjà acheté son ticket avant le jour d'ouverture. Le film lui-même n'a pas grand mérite par rapport à son succès commercial. Pour info, je suis allé voir le film avec 2 autres personnes. L'une considère le film comme le meilleur Star Wars jamais réalisé, mais bon, elle a aussi beaucoup aimé Jurassic World, ce qui en dit long sur nos différences de goût. Et l'autre partage complètement mon avis. L'ironie, c'est que ce nouveau Star Wars m'a ouvert les yeux sur les qualités des épisodes 1, 2 et 3. Au moins, sur papier, pour eux, l'histoire et les personnages fonctionnent bien, même si les films sont affaiblis par trop de passages inutiles. Mais techniquement, si on taille dans le gras en faisant des coupes judicieuses, on obtient des longs métrages d'1 heure, d'1 h 30 chacun qui se laissent regarder avec un certain plaisir. Et il y a déjà des fans qui se sont attelés à la tâche avec des résultats positifs. Pour ce qui est de l'épisode 7 en revanche, vu que les défauts du film sont à sa source, on pourra faire toutes les coupes possibles et inimaginables, le scénario et les personnages resteront toujours aussi nuls. Alors si vous avez vraiment aimé le film, tant mieux pour vous, profitez de votre chance et de votre bonheur. Pour les autres, je vais vous proposer à la place une liste d'œuvres que vous apprécierez si vous souhaitez retrouver l'esprit des premiers Star Wars. Alors déjà, vous pouvez vous jeter les yeux fermés sur Firefly et Serenity de Joss Whedon, un mec qui pourrait donner des leçons à certains dans l'écriture des personnages. On a aussi Les Gardiens de la Galaxie, qui a tous les ingrédients d'un Star Wars pour la nouvelle génération. Le trop souvent sous-estimé Titan AE, du génie de l'animation Don Bluth. Avatar de James Cameron, qui a réussi à créer tout un écosystème à l'image de synthèse incroyablement crédible et qui est aussi un conteur d'histoire hors pair. La série Clone Wars de Tarkovsky, bien meilleure que l'attaque des clones dont elle est tirée. Et puis juste pour rigoler un bon coup, il y a toujours la folle histoire de l'espace de Mel Brooks, le maître incontesté de la parodie. Voilà, comme vous pouvez voir, j'en avais gros sur la patate et il fallait que ça sorte. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur les liens sous la vidéo qui pourront toujours vous intéresser. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me donner votre avis sur le film, que vous soyez un fan de la première heure ou un petit nouveau. Et si la force ne l'a pas été, au moins que l'astuce soit avec vous. A plus tout le monde. And may the Schwartz be with you!